Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont matinaux pour participer aux séances qui commencent tôt, mais aussi c'est le moment où nous sommes les plus frais et dispos avant que la chaleur n'ait eu raison de notre capacité à réfléchir. Vivre bien, vivre mieux, vivre bien, vivre mieux. Dans une société comme la société française, où le sentiment subjectif de bien-être dépend avant tout du niveau de revenu, ce qui n'est pas nécessairement spécifique d'ailleurs, où rares sont ceux qui ont une vision positive du bien-être futur, étrangement. La plupart préférant le présent, quand parfois ce n'est pas le passé, on pourrait se demander si ce thème de session est bien pertinent. Et pourtant, à y regarder de plus près, il est vraiment pertinent. Et pourquoi? Eh bien, écoutez, le passage à la retraite améliore la vie de beaucoup de personnes, non point d'une majorité absolue, mais d'une majorité relative de personnes, alors qu'elle détériore la vie perçue subjectivement d'une minorité de personnes. Et elle améliore plus la vie de ceux qui ont été moins favorisés durant leur vie active que de ceux qui ont été plus favorisés durant leur vie active. Alors, bien sûr, l'une des composantes, c'est la stabilité du revenu que l'on acquiert au moment de la retraite. Et la seconde composante, c'est l'évaluation aussi subjective de la santé, qui est plus mauvaise, certes, pour les agriculteurs et les ouvriers que pour les cadres et les professions libérales, comme elle l'est durant la vie active, mais qui s'améliore beaucoup plus justement pour les premiers, pour les agriculteurs et les ouvriers qui ont été moins favorisés que pour les seconds, par exemple les cadres et les professions libérales. Cependant, tout n'est pas totalement rose lors du passage à la retraite. Le sentiment d'utilité sociale, qui est un facteur de longévité, diminue effectivement au moment du passage à la retraite. Non seulement il diminue au moment du passage à la retraite, mais il va diminuer tout au long de l'avancement dans le vieillissement, de l'avancement dans l'âge. Alors, petite note quand même, il y a une profession qui est particulièrement heureuse, pour qui la rupture de la retraite est tout particulièrement heureuse, ce sont les enseignants, n'est-ce pas, dont on rappelle qu'ils bénéficient probablement du taux de remplacement le plus élevé dans la société française et qu'ils sont aussi parmi les plus actifs au moment du passage à la retraite dans la vie publique et dans la vie associative. Notre session va donc s'interroger sur la signification du changement de l'âge de la retraite, sur la portée réelle des inégalités entre retraités, sur les défis économiques et sociaux du passage à la retraite, puis du vieillissement pour les personnes concernées comme pour la société, et sur le défi plus particulier de la socialisation des personnes âgées, notamment quand elles sont affectées par la dépendance, voire lorsqu'elles sont accueillies dans un établissement spécialisé pour personnes âgées. Que veut dire alors mieux vivre? Pour traiter ce sujet, nous avons réuni un panel de personnes fort compétentes, n'est-ce pas, et qui sont d'ailleurs pour certaines bien connues du cercle. En premier, nous avons donc M. Robert Leblanc, diplômé de l'école polytechnique, qui a eu une longue carrière, d'abord comme consultant, puis comme assureur chez AXA, comme courtier en assureur, où il a présidé CIACI et actuellement préside Aon France, ce qui se double en plus chez lui d'un engagement fort dans le patronat social. Madame Magda Tomasi, diplômée de l'ENSAE, avec une très belle carrière à l'INSEE, notamment au département des revenus et patrimoine, puis à l'observation de la solidarité, et aujourd'hui comme directrice de l'Institut national des études démographiques, avec à son actif de très nombreuses études et publications brillantes. Monsieur Bruno Angle, diplômé de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, avec une très belle carrière diversifiée dans le BTP, dans le conseil, dans la banque et dans l'assurance, où il a rejoint récemment AG2R, la mondiale, comme directeur général. Madame Elsa Fornero, que je n'ai pas besoin de vous présenter, car sans elle et sans sa fidélité aux journées d'Aix, eh bien ces journées perdraient beaucoup et de leur charme et de leur saveur.
Madame Fornero est universitaire, professeure d'économie à l'université de Turin et très connue parce que c'est la ministre du Travail et des Affaires sociales du gouvernement Monti qui a mené l'une des plus courageuses et des plus ambitieuses réformes italiennes et européennes, n'est-ce pas, à travers, dans le cadre de sa réforme des retraites et du marché du travail. Enfin, monsieur Sylvain Rabuel, diplômé de l'ESCP, avec une longue carrière chez Mondelez tout d'abord, puis Tiscali, avant de rejoindre le Club Med, où il a été l'un des principaux acteurs de la mondialisation du groupe, puis de rejoindre le groupe Domusvi, un des grands acteurs de la gestion de ce que nous pouvons appeler le quatrième âge. Alors, je vais tout d'abord me tourner vers toi, Robert, pour te demander, c'est que par rapport au projet de réforme aujourd'hui qu'a le gouvernement, qu'il a affiché dans son programme, est-ce que la diversité des situations du vieillissement permet de concevoir une réforme intégrée de la retraite, puis du vieillissement? Merci Philippe. Alors, écoute, je voudrais commencer par repartir du titre de notre table ronde qui est « Vivre mieux pour vivre vieux ». Ou vivre mieux, vivre vieux. Donc on a envie de dire vivre mieux pour pouvoir vivre vieux, et ça n'a intérêt que si on vit bien en étant vieux. Parce que si c'est durer pour durer, c'est peut-être pas très intéressant. Alors il me semble que pour couvrir ça, il y a trois conditions tout à fait évidentes: la santé, l'argent et l'accompagnement. L'accompagnement étant lié à la santé, évidemment, et pouvant être une question d'argent, mais c'est un sujet en soi, le sujet opérationnel de l'accompagnement. Alors à partir de là, on peut développer beaucoup de sujets. Tu me demandes de dire un mot de la retraite. Je voudrais quand même évoquer aussi la question de la dépendance, parce que pour certains, peut-être, j'étais à la même tribune avec le même Philippe Trainard, et on parlait de retraite et de dépendance. Et je vérifiais avec lui, il ne s'est rien passé, n'est-ce pas, sur la dépendance depuis notre table ronde de l'an dernier. La réponse est en effet, il ne s'est rien passé. Et je pense qu'il ne se passera rien d'ici la table ronde de l'an prochain, parce que le problème de la dépendance, c'est un problème beaucoup de financement. Enfin, du moins, quand on l'aborde dans le débat public, c'est sous l'angle du financement. Et comme on n'a déjà pas d'argent pour beaucoup d'autres choses, ce qui n'est pas déjà financé, ce n'est pas le moment où on va se mettre à le financer. Donc on ne le finance pas. La dépendance est néanmoins un sujet, et si finalement on arrive à avancer, c'est parce qu'il y a tout l'informel qui continue de fonctionner. Les familles se débrouillent pour prendre en charge leurs vieux, parfois avec les solutions commerciales qui fonctionnent, qui existent. Vous allez bien sûr en vanter les mérites, et on le reconnaît bien volontiers, mais avec aussi, chaque fois qu'on le peut, du maintien à domicile. Pas forcément avec des solutions très coûteuses, avec parfois du bricolage, des solutions avec des voisins, des solutions avec des enfants. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas tout ramener à des questions de financement, parce que la société continue d'avancer, même quand le financement institutionnel est bloqué. Alors, sur la question de la retraite, tu me poses la question de la réforme, on verra bien ce qui arrive à se faire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et tu l'as dit dans ton propos introductif, Philippe, c'est qu'on est très inégaux devant cette question-là. Quand on a manié un marteau-piqueur pendant 20 ans de sa vie, je pense qu'on arrive un peu ébranlé, et que si ça peut s'arrêter un peu plus tôt, ça tombe bien. Quand on fait un métier comme le mien, je vois aucun intérêt de s'arrêter, parce que ce que je fais m'amuse beaucoup, et je suis encore en bonne santé, et je ne vois pas pourquoi il y aurait une limite d'âge. Donc la question d'un âge de la retraite, c'est comme la question des 35 heures. Il y a plein de questions comme ça sur lesquelles on aime bien fixer une norme et puis dire elle est valable pour tous. Je trouve ça totalement idiot, et je crois qu'il faut beaucoup plus raisonner en fonction des parcours de chacun, des besoins de chacun, des besoins à la fois de s'arrêter pour ceux qui sont vraiment fatigués, des besoins de financement. Il est évident que si on a moins travaillé, on a quand même évidemment droit à un peu moins que si on a plus travaillé. Et c'est tout cet équilibre qu'il faut trouver. Alors on a parlé l'an dernier de deux réformes, une paramétrique, une systémique. La systémique, c'était justement d'envisager un système de points qui rend compte de ce que je viens de dire. À l'évidence, c'est facile à dire à une tribune, c'est compliqué à faire comprendre à un peuple entier. Et la systémique, honnêtement, même si j'en vois l'intérêt intellectuel, je n'y crois pas. Et je pense qu'il y a l'urgence, c'est du paramétrique. Et il faudra bien quand même retarder l'âge du départ à la retraite globalement, puisque ça reste une référence et que actuellement les choses ne peuvent pas tenir. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tout le monde comprenne que les ressources financières qu'on aura quand on sera retraité
elles dépendent quand même de combien de gens continuent de travailler en face de nous. Tant qu'on est en répartition, c'est évidemment la clé. J'enfonce une porte ouverte. Mais voilà, pour répondre à ta question, je crois qu'il y a... La différenciation serait intelligente, mais malheureusement, je pense qu'on aura du mal à la mettre en œuvre rapidement. Merci beaucoup, Robert. Magda, Robert vient de nous dire, bon, c'est peut-être pas aisé de faire cette réforme, il faut la concevoir de façon diversifiée. Mais au fond, quelle est l'ampleur du problème aujourd'hui, notamment du problème démographique? Parlons un tout petit peu chiffres. Et a-t-il éventuellement des dimensions différentes qu'il faut que il n'y a pas one solution fits all, par exemple? Alors, déjà, peut-être qu'il ne faut pas dire que c'est un problème, parce que c'est quand même une bonne nouvelle que l'on vive plus longtemps. Je pense qu'on est tous contents de pouvoir bénéficier d'années en plus, et dire aussi que c'est un phénomène mondial. La population mondiale vieillit, puisque d'ici 2050, nous aurons une personne sur 6 qui sera âgée de 65 ans ou plus dans le monde. En Europe et aux États-Unis, ce sera une personne sur 4. Alors, si on regarde la situation en France, les 60 ans ou plus représentent aujourd'hui un quart de la population. Et en termes d'espérance de vie, les hommes ont une espérance de vie qui est un petit peu plus élevée que 79 ans, les femmes 85 ans. En revanche, si on regarde l'espérance de vie sans incapacité, elle est de 64,1 ans chez les femmes et 62,7 ans chez les hommes. Il y a donc un sujet d'accompagnement des personnes qui commencent à rencontrer des difficultés dans les actes de la vie quotidienne. Donc c'est les femmes, si on regarde, il y a quand même des inégalités entre les femmes et les hommes. On peut se féliciter parce que les femmes, enfin on peut se féliciter, non, enfin les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais sont davantage exposées à des incapacités. Pourquoi? Alors déjà, sur le plan de la santé, les femmes sont davantage atteintes de maladies chroniques, alors que les hommes sont davantage atteints par des maladies qui les exposent à des risques, à fort risque de létalité. Ce qui conduit à cet écart d'espérance de vie et au fait aussi que les femmes sont davantage atteintes par des maladies invalidantes. Les trajectoires familiales, les trajectoires conjugales et les trajectoires professionnelles conduisent à l'état des personnes lorsqu'elles ont passé 65 ans. Alors, donc on constate des inégalités à la fois par sexe, mais aussi des inégalités suivant les catégories socio-professionnelles, on l'a dit tout à l'heure, avec notamment les populations peu diplômées, les ouvriers, les populations d'ouvriers qui ont une espérance de vie qui est moins élevée que celle des cadres, mais aussi, enfin non seulement leur espérance de vie est moins élevée, mais ils sont aussi atteints davantage par des incapacités. Et cela s'observe en fait dès la tranche 50-65 ans. Et ça témoigne à la fois d'inégalités dans les chances d'atteindre l'âge de la retraite, mais aussi d'inégalités dans la vie, enfin dans les conditions de vie ultérieures, s'ils rencontrent davantage de difficultés. Alors pourquoi eh bien, il faut aller chercher ça dans la carrière, avec certaines professions qui sont davantage exposées aux troubles musculo-squelettiques, et aussi aux trajectoires professionnelles qui subissent davantage de ruptures pour les populations peu diplômées et qui sont davantage exposées, donc qui conduisent les personnes à être davantage exposées à des troubles anxio-dépressifs en raison du risque de chômage notamment. Il y a également les parcours familiaux qui sont aussi qui ont un lien avec la santé, avec l'impact de séparation, de divorce et de rupture familiale. Donc les hommes et les femmes, on l'a dit, ont des différences à la fois en termes d'espérance de vie, mais aussi d'incapacité. Et les besoins sont différents suivant le sexe, c'est-à-dire que les hommes ont recours davantage à une aide pour les tâches domestiques, alors que les femmes recourent davantage à une aide financière et à une aide matérielle. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont les principales bénéficiaires de l'aide à domicile, évidemment parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes. Mais elles sont aussi les principales pourvoyeuses de l'aide. C'est-à-dire qu'en termes d'aide informelle, ce sont elles qui aident le plus leurs conjoints, leurs parents.
Et cela a un impact, cela renforce en fait cette exposition aux troubles anxio-dépressifs et aussi cette exposition au risque de perte d'autonomie. Pour finir, donc les femmes vieillissent donc moins souvent avec un conjoint à leur côté. Elles passent plus fréquemment les derniers jours de leur existence en institution. Chez les personnes de 85 ans et plus, 24% d'entre elles passent leurs derniers jours en institution, contre 13% des hommes. Et au-delà de 95 ans, c'est 45% des femmes et 27% des hommes. Merci, merci beaucoup Magda, c'est très clair et on voit bien une diversité de situations avec des positionnements extrêmement complexes. Mais Bruno, face à ces défis démographiques, quelles sont les responsabilités de chacun et jusqu'à quel point, au fond, sommes-nous plutôt face à en besoin de solutions financières ou de solutions plus larges, plus sociales et multidimensionnelles? Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous. Peut-être 2 remarques liminaires avant d'attaquer le cœur du sujet. D'abord, vivre mieux, vivre vieux, c'est un thème qui correspond à 2 aspirations probablement partagées par tout le monde dans cet amphi et probablement par tout le monde dans le pays. Et au moment où on sent bien un pays en quête de sens, on peut se dire que ce devrait probablement être un projet extrêmement fédérateur que de répondre aux questions qui sont soulevées dans la table ronde de ce matin. Deuxième remarque liminaire, je n'ai pas, contrairement à Jean-Hervé, participé aux 22 éditions précédentes, mais j'en ai dû en faire 14. Et je constate que d'année en année, on réduit le temps des panélistes de 8 minutes à 7 minutes, à 6 minutes, à 5 minutes. Ça tombe bien, puisque chez AG2R de la Mondiale, nous sommes des spécialistes du contre-la-montre. Alors, quelques chiffres complémentaires à ceux qui viennent d'être donnés. Le premier, c'est le mur du vieillissement, c'est maintenant. Pourquoi est-ce que le mur du vieillissement, c'est maintenant? Parce que la combinaison du fait qu'on vive plus longtemps et du baby-boom fait que sur les années 2022 à 2028, on va avoir entre 200 et 250 000 personnes par an qui franchissent la barre des 75 ans, alors qu'on était encore très récemment sur un rythme 5 fois inférieur, autour de 50 000. Deuxième chiffre, en 2060, si on se projette un peu plus loin, on aura 5 millions de personnes en France qui auront plus de 85 ans. Et en cette même année 2060, on aura 4 millions de personnes dépendantes, 2 millions parmi ces plus de 85 ans, et 2 millions dans les gens qui auront entre 60 et 85 ans. Et donc quand on voit ces chiffres, on est amené dans un premier temps à avoir le réflexe classique qui est de se dire « Mon Dieu, comment est-ce qu'on va financer tout ça ?» Et c'est une vraie question dans un contexte où on voit bien que les équilibres des régimes sociaux sont difficiles à atteindre, que le régime général de la sécurité sociale, pour ne prendre que lui, prévoit un retour à l'équilibre en 2030, et sur la base du track record de la capacité à tenir les prévisions, on n'est même pas certain, loin s'en faut, que cet horizon-là sera tenu. Mais l'idée que je voudrais développer ce matin, c'est que même si en tant qu'assureur, je suis extrêmement attaché à l'équilibre financier de toutes nos activités, que ce soit en matière de santé, en matière de prévoyance, en matière de retraite, je voudrais développer l'idée que l'équilibre financier, c'est une condition suffisante, mais qui est loin d'être nécessaire par rapport à l'ensemble des enjeux. Et au fond, je voudrais partager 4 idées simples. La première, c'est qu'il faut sortir de cette approche purement financière pour se focaliser sur les solutions concrètes, sur les solutions de la vraie vie, sur les aidants, sur la mise aux normes des logements pour permettre à un certain nombre de gens de rester à domicile. Donc sortir d'une approche financière pour aller vers les solutions concrètes. Deuxième idée, sortir de la logique du toujours plus de moyens pour aller vers une logique de comment mieux utiliser les moyens que nous avons. Quel que soit le pan de l'activité publique qu'on prenne, aujourd'hui dans le débat public, chaque catégorie réclame plus de moyens. C'est vrai de l'hôpital, c'est vrai de la police, c'est vrai de la justice, mais au moment où on réalise les limites du quoi qu'il en coûte, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'on n'aura pas plus de moyens. On n'aura pas plus de moyens, il n'existe pas, il n'y a pas d'argent magique. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on utilise bien les moyens que l'on a. On a, d'une façon générale, 2 ressources rares, c'est le temps et l'argent, et donc je pense que
en particulier quand il s'agit d'argent public, on a le devoir de s'assurer que chaque euro qui est dépensé ou investi l'est à bon escient et avec le retour maximum. Troisième idée, je crois qu'il faut sortir de l'idée, en particulier dans notre pays, que tout se fait de façon top-down pour accepter que beaucoup peut se faire de façon bottom-up. Je citerai un seul exemple. Il y a une expérience que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été menée aux Pays-Bas sur des soins infirmiers de proximité. Et on est sorti de cette logique administrative, où tout vient d'en haut, pour créer des solutions proches du terrain. Et évidemment, ça a soulevé tout un tas de réserves, de critiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a donné une baisse de 40% du temps global consacré à chaque patient. Alors les gens vont dire, mais c'est épouvantable. Sauf que, en ayant consacré 40% de temps de moins par patient, on a eu 30% de moins de demandes d'hospitalisation, parce qu'ils étaient mieux soignés par ce réseau de proximité. L'expérience, pour ceux qui voudront la creuser, s'appelle l'expérience Buurtzorg. Et il y a eu une baisse de la durée des hospitalisations pour ceux qui, malgré tout, devaient être hospitalisés. Donc sortir du top-down pour aller vers le bottom-up. Et quatrième et dernière idée, je crois qu'il faut, à la fois sur le champ individuel et sur le champ collectif, aller vers des dynamiques nouvelles. En individuel, ça passe par la prévention, ça passe par la formation, ça passe par la responsabilisation. Juste un chiffre, il faut à peu près entre 7 000 et 10 000 euros pour équiper un logement pour permettre à quelqu'un de vieillir à domicile. Le vieillissement à domicile, c'est 1 000 euros par mois. Le vieillissement en EHPAD, c'est 2 000 euros par mois. Et donc, on voit bien le retour sur investissement considérable qu'il y a à équiper les logements pour permettre le vieillissement à domicile. Évidemment, ça suppose de s'en occuper. Et puis, à titre collectif, et je terminerai par là, ça passe évidemment par la formation. Les fameux 350 000 de Mme Bourguignon, l'analyse est juste, mais est-ce qu'on a commencé un plan d'action et est-ce qu'on a mis en œuvre les actions correspondantes? Je n'en suis pas certain. Ça passe évidemment par la valorisation des métiers, parce que si on veut avoir 350 000 personnes, il faut qu'on ait 350 000 personnes motivées pour aller vers ces métiers. Et donc, au fond, ça passe in fine par une mobilisation générale. J'ai un indicateur synthétique, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la masse par la vitesse, pour ceux qui se rappellent leur cours de physique. Et donc, il est important d'avoir la bonne vitesse, de passer de l'analyse au plan d'action et à l'action, et d'avoir la masse critique d'acteurs publics et privés mobilisés. N'attendons pas tout de l'État. Merci. Merci beaucoup, Bruno, et pour avoir insisté sur ces 4 voies et d'ailleurs replacer l'innovation au cœur d'un sujet, bien évidemment, avec lequel il n'est pas en apparence, pourrait ne pas être considéré comme apparenté. Elsa, par rapport à tous ces défis, par rapport à ces solutions, force est de constater que la situation des finances publiques n'est pas brillante en Europe, avec des taux de déficit public très élevés, et les finances sociales y contribuent, substantiellement. Est-ce qu'il faut réduire la voilure de l'État-providence? Il faut changer, mais peut-être pas réduire. Mais avant tout, merci pour l'invitation. Et merci pour votre tolérance pour mon français, mais je ne veux pas être la seule dans ces panels à parler l'anglais. Je pars aussi par le titre. Vous avez dit vieux mieux, vivre mieux, vivre vieux, vivre tous. On ne doit pas oublier les pays pauvres, les pauvres du monde. Et j'ai pensé aussi à 3 conditions. Vous avez dit 3 conditions. J'ai pensé à 3 conditions qui sont des scénarios, qui sont macroéconomiques. C'est la science, c'est la croissance et c'est l'état social. C'est le welfare state. Et alors, je ne parle pas de la science, mais on doit penser à la recherche dans une potentiel d'infrastructure européenne pour la science, pour avoir la possibilité de vivre mieux et vieux et tous. La croissance, je ne parle pas de la croissance, bien que je suis économiste. La croissance, nous savons aujourd'hui qu'elle doit être soutenable, inclusive et peut-être
plus équitable. Je parle de l'État social. C'est vrai qu'il y a une crise financière pour les États sociaux, mais c'est vrai que les événements du 20 ans passés, avec une série incessante de chocs, le choc, la crise financière, la grande récession, les Covid et maintenant la guerre, ont démontré que sans l'État social, notre société libérale, peut-être que s'effondra. Alors l'État social a besoin d'être peut-être repensé, d'être désigné encore, mais doit le maintenir. Et comment on fait? Alors j'ai aussi 3 indications. La première est un plus grand rôle par l'Europe. Pas seulement le rôle indirect du traité qui disent ouais, tu as dépassé le 3% de déficit et alors tu dois faire des programmes d'austérité. Pas seulement cela, pas seulement les contraintes financières, mais les indications qui sont venues après les Covid, une mutualisation de risques, parce que les États sociaux qui a permis l'affirmation des droits sociaux, près des droits politiques, près des droits humains, veut dire exactement la mutualisation de risques. Et la mutualisation des risques doit être faite au niveau européen. La seconde condition, selon moi, c'est une conception du welfare, pas seulement adressée à l'âge avancé, mais qui regarde toute la vie, le cycle de vie, a dit Franco Modigliani, qui est le seul prix Nobel pour l'économie italienne. Et alors, ce qui vient de l'État ancien s'est préparé pendant toute la vie. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème en Europe de pauvreté pour les enfants, pour les familles jeunes avec les enfants. Et c'est là un rôle très important pour l'État social. Et c'est la santé, mais c'est l'alimentation, c'est les conditions de vie en général et c'est surtout la scolarité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pauvreté scolaire en Europe. Et c'est là, c'est un problème d'État social. Et on doit considérer vraiment avec attention le fait que l'éducation maintenant, c'est un des possibles amplificateurs des inégalités. Parce que les riches ont la possibilité d'avoir les meilleures écoles de les premières années jusqu'à les post-universités. Mais il y a aussi le travail, la protection sociale dans la vie active. Et cela, c'est aussi nécessaire. Les professions ont changé, les carrières ont changé, et alors on doit considérer que la plus grande flexibilité dans les marchés du travail ne doit pas se réverbérer sur la retraite. Et il y a simplement à utiliser l'instrument de taxation pour les cotisations qu'on ne paye pas quand on est au chômage. C'est une des possibilités qu'on doit considérer. Et la troisième partie, c'est la partie de la retraite, et on doit récupérer de la flexibilité, mais de la flexibilité soutenable, c'est-à-dire la flexibilité qui est payée par les générations jeunes et à venir. C'est un avantage qu'on a peut-être abusé
en Europe et qui a été responsable de la générosité du système de retraite européen, particulièrement ceux des pays du Méditerranée, mais qui a généré la grande dette que nous avons. Parce que la dette n'est pas seulement la dette représentée par les titres publics qu'on peut vendre sur les marchés financiers, mais c'est aussi la dette qui vient des promesses politiques des retraites qui ne sont pas basées sur des fondements économiques, c'est-à-dire sur la croissance et sur la démographie soutenable. Alors, je stoppe ici et après, je peux dire quelque chose. Merci beaucoup, Elsa. Et en plus, c'était dans un français extraordinaire. Vous vous excusiez, mais vous n'aviez pas à vous excuser, car c'était un français extraordinaire et excellent. Donc, je me permets, Sylvain, de me tourner vers vous, parce que Bruno et Robert ont évoqué le maintien à domicile des personnes âgées. Et je voulais vous demander, la dimension de sociabilité de la personne âgée, la longévité est liée au fait de pouvoir avoir des relations sociales. Comment peut-on le mieux l'assurer? Est-ce que c'est en restant à domicile? Est-ce que c'est, comment voyez-vous le défi dans ce domaine? Merci Philippe. Effectivement, moi je vais, en complément des interventions qui ont été faites par les membres du panel, je vais vous livrer des observations de terrain en définitive, puisque le groupe Domusvie, nous nous occupons de plus de 100 000 personnes âgées chaque jour. 50 000 d'entre elles, nous les accueillons dans nos maisons et dans nos résidences, qu'elles soient médicalisées ou non, et 50 000 d'entre elles, nous les accompagnons directement chez elles. Donc nous sommes un observateur à la fois de la vie en établissement et de la vie à domicile, ce qu'on appelle le maintien à domicile. Et d'abord, vous avez raison d'insister sur cet enjeu de sociabilité, parce que pour garantir une vie de qualité tout au long de son vieillissement, au-delà de toutes les pathologies auxquelles on peut faire face, la pathologie principale et la plus déterminante dont on doit se préoccuper, contre laquelle on doit lutter, c'est celle de l'isolement social et de la solitude, puisque c'est vraiment la pathologie qui se déclenche le plus au cours du vieillissement, isolement social, solitude, et son corollaire, la perception ou le sentiment d'inutilité dans la société. Donc ce dont on doit se préoccuper, contre quoi on doit lutter dans l'appréhension du vieillissement, à la fois individuel et collectif, c'est l'abandon par la société et l'isolement social des personnes âgées. Et c'est comme ça qu'il faut regarder le sujet du comment vieillir, à domicile ou en établissement. Dans les deux cas, on peut avoir une vieillesse ou un vieillissement parfaitement heureux et épanoui, pourvu qu'on soit attentif à ces deux sujets. En revanche, au fur et à mesure que le vieillissement se caractérise par des pathologies chroniques lourdes ou des déficiences cognitives, ce qu'on appelle l'entrée en dépendance, la vie à domicile est forcément synonyme d'isolement social, de solitude et d'exclusion de la société. Parce qu'on est victime d'incapacités qui vous condamnent à cela. Et c'est en ça que opposer systématiquement vie en établissement à vie à domicile est en réalité un faux débat. Parce que ça s'adresse à des publics qui sont complètement différents. Lorsque vous êtes certes vieux, mais en pleine forme, comme la plupart d'entre nous seront, parce que la dépendance, ça va concerner 10 à 15% d'une classe d'âge. Donc nous allons collectivement vieillir en bonne forme. Dans ce cas-là, la vie, je dirais, à domicile, elle est parfaitement possible et envisageable. Pourvu, une fois de plus, qu'on conserve un tissu relationnel fort et un rôle social. En revanche, lorsqu'on va souffrir de dépendance, la vie à domicile est impossible et elle est même maltraitante. Et il vaut mieux se tourner vers des solutions d'habitat en communauté et collectif qui sont beaucoup plus dynamiques socialement dans ce cas-là et protectrices. Donc les deux ne sont pas à opposer, en réalité c'est un faux débat, ça s'adresse à des publics différents et à des situations différentes. Et il faut les deux. Dernière remarque, beaucoup de choses
va passer par l'habitat en réalité. C'est-à-dire que c'est le lieu et les formes d'habitat qui sont socialisantes ou désocialisantes. Et donc, on a, dans les 20 prochaines années, d'immenses innovations à faire en termes d'approche de logement, d'hébergement et d'habitat. Et là aussi, entretenir la population dans le fantasme du vieillir dans son domicile historique, est une impasse. Parce que le plus souvent, le domicile historique sera complètement inadapté aux fragilités physiques du vieillissement et inadapté aussi au maintien d'une vie sociale active. Et moi, je crois beaucoup qu'on va aller dans les 20 prochaines années vers une restauration, une revalorisation de l'habitat en communauté ou en semi-communauté au fil du vieillissement. Et donc ce sera une nouvelle forme de chez-soi en fait et de domicile, mais partagée de façon choisie, qui permettra le maintien de cette sociabilité, sachant que la sociabilité, c'est le seul facteur prouvé aujourd'hui de prévention de l'entrée en dépendance. Donc on a tous intérêt à privilégier des formes d'habitat et des lieux de vie qui entretiennent la sociabilité, une vie sociale et intellectuelle active, qui sera un facteur de prévention très fort de la dépendance et de la perte d'autonomie. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces propos très clairs et qui doivent mener à réfléchir tous ces sujets. Mais alors, au fond, nous avons proposé pas mal de voies, pas mal de pistes. Nous allons d'ailleurs revenir sur certaines d'entre elles qui méritent des précisions. Mais Magda, au fond, le choc de l'État-providence aujourd'hui, il est plus ou moins lié à une bonne nouvelle, qui est une bonne nouvelle pour nous, mais qui est une moins bonne nouvelle pour les finances de l'État-providence, c'est l'allongement de la durée de vie. Est-ce que cet allongement va se poursuivre et est-ce que le gap qui existe entre hommes et femmes va disparaître, ce qui fait d'ailleurs que le problème de la dépendance de monsieur, qui était résolu par madame, va transformer assez radicalement le problème en non point il faut que madame aille éventuellement chez Domus Vie, mais il faut que monsieur et madame aillent chez Domus Vie. Voilà, quelles sont les tendances démographiques aujourd'hui à l'œuvre et est-ce qu'on a des grands défis à attendre de ce côté-là? Alors, c'est difficile de porter des prévisions sur l'impact, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que les hommes étaient davantage exposés à des maladies à risque de létalité, alors que les femmes étaient davantage exposées à des maladies chroniques qui renforçaient évidemment le caractère invalidant en fait de ces maladies. Donc c'est difficile de faire une prévision. Par contre, il y a peut-être un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure et qui a son impact aussi pour penser les politiques de dépendance de demain. Je pense qu'il faut se garder quand même de porter trop d'espoir sur les aidants, parce qu'actuellement, l'impact du vieillissement va conduire à ce que les familles vont passer de 3 générations aujourd'hui à 4 générations demain, vers la fin du siècle, que l'âge moyen des enfants au décès de leur mère, qui est souvent le dernier parent de la vie, il était de 47 ans en 1980. Il est passé à 56 ans en 2019 et il devrait passer à 63 ans en 2070. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'espérance de vie sans incapacité pour les femmes était à 64 ans. Donc, ça veut dire que, en gros, au moment où on perd sa maman, on bascule quasiment dans les premières limitations de la vie quotidienne. Donc, attention à ne pas tout miser sur les aidants, puisque eux-mêmes, du fait de ce mécanisme de vieillissement, vont être beaucoup plus âgés. Et sinon, je voulais juste vous dire peut-être un élément aussi sur le nombre d'aidants actuellement. Actuellement, nous avons 5 millions de personnes qui sont aidants en France et cela représente en ETP 1 million. Voilà, ce qui n'est pas rien. Un très beau chiffre, mais effectivement, les aidants pourraient être eux-mêmes dans des situations difficiles en matière de santé. Et c'est un vrai sujet. Robert, tu as évoqué cette question du départ de la retraite. Donc, on négocie allongement de la durée de travail ou âge de départ à la retraite. Est-ce qu'au fond, comment peut se profiler une solution qui soit adaptée aux différentes situations dans ce domaine? Au fond, si tu avais une recommandation à faire
à un gouvernement quelconque. Écoute, si j'en avais une, je crois que je serais appelé au gouvernement. Et heureusement pour moi, je n'en ai pas. Non, je crois non, ne fuis pas les responsabilités. Non. Non, mais voilà, la réforme de la retraite, c'est d'un côté un certain nombre de paramètres financiers, démographiques, que tous les gens, peu sachants, peuvent analyser de manière très raisonnable. Et de l'autre côté, c'est un sujet qui est pris par des politiques qui en font un sujet émotionnel et un levier pour toute autre chose, pour se positionner pour toute autre chose que résoudre des problèmes concrets. Donc, à partir du moment où on a ce biais, je suis incapable de dire comment les choses peuvent avancer. Les sujets sont correctement posés par tous ceux qui les ont analysés. Les réformes qui ont été proposées ont du sens. Et ensuite, on voit bien qu'il y a de l'obstruction. Moi, j'appelle ça de l'obstruction. Et aussi, pour une partie des gens, de l'incompréhension. Dans le peuple, de l'incompréhension. Dans des leaders politiques, de l'obstruction. À partir de là, je suis incapable de faire une prévision. Est-ce que la raison peut l'emporter ? C'est pas sûr. C'est pas parce que c'est raisonnable que ça l'emporte forcément. On peut avoir des situations qui restent bloquées longtemps. Certains ministres ont su faire avancer les choses dans leur pays. Voilà. Est-ce que l'Europe nous permettrait d'accueillir une Italienne dans le gouvernement français pour nous aider à avancer sur le sujet? Voilà, c'est un peu une pirouette de ma part, pas par rapport à vous, parce que ça je le dis sérieusement, mais sur le fait que non, je ne vois pas comment on peut vraiment avancer dans les temps qui viennent, dans le contexte politique qu'on connaît. Et simplement, quand on pousse un problème devant soi, il ne fait que grossir. Donc le problème, tant qu'on ne le résout pas, s'amplifie. Et il y a un jour où on sera au pied du mur. Mais être au pied du mur, ça veut dire notamment que les retraites sur lesquelles certains comptaient ne seront pas servies. Tout simplement. Je pense que, faute de pouvoir les financer, quand il n'y a plus d'argent, on ne paye plus. Donc, faute de gérer les équilibres à temps, on viendra buter sur des déséquilibres. Et un certain nombre d'entre nous, arrivant à l'âge où ils compteront sur une retraite bien méritée, n'auront pas ce qu'ils attendent. Merci Robert. Je crois, Bruno, sur ce point, vous auriez une réaction. Et est-ce que vous pourriez aussi nous dire en complément, au fond, l'assurance a-t-elle un rôle à jouer? Quel rôle pourrait-elle jouer? Merci Philippe. Oui, je voulais contrebalancer un peu la vision un tantinet pessimiste de Robert. Moi, je partage le point selon lequel dans les années qui viennent, compte tenu du résultat des élections législatives, ça va être assez difficile de faire des réformes structurantes sur des sujets comme ceux dont on parle. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a peu de sujets qui sont susceptibles de réunir les voix de toutes les oppositions sur une motion de censure, mais indéniablement les sujets qui touchent à la retraite ou à la dépendance peuvent en faire partie. Et donc, la voie législative, effectivement, elle est extrêmement compliquée. Mais je pense que ça doit nous inciter à penser out of the box. À la fois le gouvernement et la société civile. Je pense que le gouvernement doit réfléchir à tout ce qu'il peut faire sans passer par la voie législative. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans passer par la voie législative. Alors bien sûr, il peut y avoir des moyens financiers qui sont nécessaires, mais ceux-là, on les passe dans la loi de finances, et sur la loi de finances, on a le 49.3. Et donc, on n'a pas besoin nécessairement de faire une grande loi dépendance pour engager un certain nombre de choses qui vont être pertinentes sur la dépendance. Et de leur côté, les acteurs de la société civile, d'une façon générale, à mon avis, dans la logique bottom-up que j'évoquais dans ma première intervention, ont aussi un rôle à jouer. Et le parallèle, à mon avis, dont on peut s'inspirer, c'est au fond la façon dont les partenaires sociaux ont créé l'Agirc Arrco. L'Agirc Arrco, c'est pas le gouvernement qui l'a créé, ce sont les partenaires sociaux et qui ont d'abord de façon extrêmement empirique, parce qu'aujourd'hui on connaît la fédération Agirc Arrco, mais à l'origine c'est une kyrielle de petites caisses qui s'étaient créées sur le terrain, qui ensuite ont été fédérées pour plus d'efficacité. Et peut-être que ce modèle bottom-up où les partenaires sociaux ont pris leur destin en main pour apporter des solutions que l'État ne savait pas apporter, c'est un modèle dont on pourrait s'inspirer en matière de dépendance. Et évidemment, un groupe de protection sociale comme celui que j'ai l'honneur de diriger a toute sa place dans ce type de réflexion. Merci beaucoup, Bruno. Mais à ce moment-là, Elsa, dans le recentrement de l'État-providence, cela suppose une flexibilité, cela suppose des arbitrages, des choix. Quels sont ces enjeux? Et est-ce que justement l'assurance privée, la capitalisation ne peut pas jouer un rôle? Au fond, c'est une partie qui met et qui mutualise le risque de vieillissement sans en faire nécessairement un problème social, de façon à réserver l'État-providence
pour les situations sociales qui le méritent. Il y a eu un temps, disons les années 90 du siècle passé, où la discussion entre les économistes était d'une supériorité de la capitalisation financière sur la répartition, sur les contrats entre générations qui est représenté par la répartition. C'est là, je pense, c'est passé. Alors, il y avait le président américain Bush qui voulait privatiser la sécurité sociale américaine, qui n'est pas semblable à la sécurité sociale européenne, mais il n'est pas réussi à convaincre la population que c'était une bonne idée, bien qu'il disait que les taux d'intérêt qu'on peut acquis dans les marchés financiers, c'est 8% réel, 9% réel, alors que le taux de rendement, le taux, pas d'intérêt, mais le taux de rendement des cotisations dans le système public, c'est 1%, 2%, et alors on disait il y a une claire supériorité. Sa discussion est finie. Maintenant, on parle de diversification. Et il y a le fait qu'on ne peut pas sortir du contrat social qui est représenté par la répartition. Parce que les jeunes devraient payer 2 fois, pour lui-même et pour les personnes âgées qui sont maintenant âgées. Et cela, ce n'est pas possible. Alors, on doit faire des réformes et, selon moi, on doit convaincre les jeunes que les systèmes de retraite réformés, transparents, qui sont soutenables, peut-être sont à leur intérêt. Et ils doivent avoir de la confiance. Le secret, c'est le travail. Les politiciens qui parlent, je vous promets une retraite généreuse, et ne parlent pas de travail, ce sont des illusionnistes. On doit le dire clairement que la retraite généreuse vient d'un bon travail et on doit s'engager sur le travail des jeunes, particulièrement. Merci beaucoup et merci de nous rappeler ce point. Sans travail, pas de création de richesse, et sans création de richesse, pas de retraite. Et Elsa a publié en 1999 un très très beau livre qui reste une référence encore aujourd'hui sur les fonds de pension. Donc c'est un avis particulièrement autorisé. Sylvain, il y a eu plusieurs débats récemment autour des maisons de retraite, etc. Comment est-ce qu'on peut associer attention aux personnes âgées et un statut de salariat pour l'aidant, donc qui est un statut au fond commercial, hein, et profitabilité pour les sociétés dans lesquelles ces aidants travaillent? Merci pour cette question, Philippe. Question évidemment d'actualité. Moi, je peux répondre à l'échelle de notre groupe, où il me semble qu'on parvient à concilier qualité de soins et résultats économiques. Les deux ne sont pas opposés, ne serait-ce que parce que ça nous permet une capacité d'investissement et d'innovation, tout comme une capacité de rémunération de nos salariés satisfaisante. Donc les deux ne sont pas opposés. Évidemment, ce n'est pas un métier ou une activité que je qualifierais de normale au sens économique du terme. Et donc, il faut l'appréhender d'une façon différente en y incluant les parties prenantes. C'est la raison pour laquelle nous, chez Domus par exemple, nous avons décidé d'associer à partir de l'année prochaine les familles de nos résidents à la gouvernance de l'entreprise. Et donc,
par la loi, il existe dans chaque établissement un conseil de vie sociale dans lequel les familles sont représentées. Et on va demander à chacun des conseils de vie sociaux de nos établissements d'élire un conseil de vie sociale national à qui nous allons donner un budget pour qu'il puisse contrôler les activités de l'entreprise. C'est-à-dire mener des contrôles, opérer des certifications de qualité et de ce fait être une sorte de comité de parties prenantes à nos côtés. Donc il faut savoir imaginer une manière de concilier notre mission, qui est une sorte de mission de service public, en réalité qui nous est déléguée, avec les impératifs d'une société privée, par ce type d'innovation et de gouvernance originale, si je puis dire. Mais c'est tout à fait possible et faisable. Hein. D'accord. Donc pas d'opposition a priori. Écoutez, je pense que vous aurez apprécié nos orateurs ont su être synthétiques et brefs. Je passe donc maintenant la parole à la salle. Je regarde s'il y a des questions. Je n'ai pas de questions qui m'ont été posées par Internet, mais je sais qu'il y a des questions. Je vois que Madame, au fond, à ma gauche, a une question. Un micro arrive qui va vous être donné, Madame, parce que... Ah, tout de suite après, Madame. Oui, bonjour. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, je ne sais pas si ça a été dit. Je n'ai pas pu prolonger mon travail au-delà de 60 ans, malgré une petite retraite, parce que dans le social, elle est petite. Quand en plus de ça, pour la maladie d'un membre de la famille, vous n'avez pas pu faire un plein temps une partie de votre vie, bon, et que vous vous retrouvez avec la génération d'au-dessus, où il y a des problèmes, hein, une maladie d'Alzheimer, le conjoint épuisé par la maladie d'Alzheimer de sa femme, un cancer, etc. Bon, eh bien, c'est difficile. Alors, si on prolonge encore, de plus, nous sommes la seule génération, la première génération où nous avons les petits-enfants et les parents en charge. Hein, voilà, alors il y en a qui peuvent avoir plusieurs assurances vie, plusieurs retraites complémentaires, et les autres font comment? Je vous remercie. Je crois que votre question est très claire. Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question au sein du panel? Robert. Si j'ai bien compris la question, il y a la question de l'âge et la question de la ressource. Et les deux s'opposent un peu. C'est-à-dire que reculer l'âge de la retraite peut permettre d'avoir un peu plus de ressources. Mais d'un autre côté, effectivement, ça laisse moins de temps quand on doit s'occuper à la fois de petits-enfants et de la 4e génération. Voilà tout ce que je peux dire. C'est toujours un arbitrage entre le temps et l'argent. Et je crois, la seule chose à laquelle je crois très fort, c'est que ce serait bien que chacun puisse arbitrer et que ce ne soit pas une règle imposée à tout le monde de la même manière. Madame. Oui, merci. Guylaine Alain-Joanine, je préside l'Académie de télémédecine, mais je suis aussi la vice-présidente de Silver Valley, qui regroupe les 300 plus grosses entreprises européennes sur tout ce qui est longévité. Alors, on a à répondre à une question très angoissante, mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit? Petit 1. Petit 2, comment je vais rester chez moi le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles? Et finalement, comment je vais avoir la garantie? J'avais été d'ailleurs à l'initiative du HQE pour le bâtiment qui protégeait le capital patrimoine. Et là, on a lancé depuis 2007 le HS2, Haute Sécurité Santé, qui répond à la 3e dimension du développement durable. Alors ma question, elle est très simple. Pourquoi on ne s'appuie pas sur ce qui existe déjà, à toujours vouloir refaire la roue? Il y a les ODD, les Objectifs du développement durable, avec ces 3 dimensions. Économique, environnement, et on oublie souvent la 3e dimension, sauf Madame, notre italienne préférée, qui est la dimension sociale-sociétale. Il y a quoi dedans? Santé, solidarité, sécurité. Alors, ma question, elle est très simple. S'il vous plaît, pourquoi ne lancerions-nous pas un grand chantier au niveau européen pour un zéro désert médicaux, parce qu'il faut aussi aller même dans la Creuse où je suis née, donc n'importe où, dans n'importe quel endroit, et répondre à ces questions angoissantes
avec déjà des concepts qui existent. Madame, merci beaucoup pour cette question technique de quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien. Bruno, je crois que vous souhaitez, peut-être après Elsa, vous direz un mot, le zéro désert économie médicale européen. Bruno, vous avez la parole. Le commentaire que je voulais faire, c'est que l'intervention de Guylaine Alajoanine illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure. Ces engagements passés et la connaissance, j'en suis sûr, future, sont exactement au cœur du modèle de tout ne dépend pas de l'État, et il y a un certain nombre de choses qui viennent par les acteurs de la société civile et en bottom-up plutôt qu'en top-down. Donc je voulais saluer ça. Elle a été précurseur en matière de télémédecine. C'est vrai que dans tout mal, il peut y avoir un bien. Le Covid a multiplié par 100, je crois, le recours à la télémédecine. Mais voilà, je voulais souligner parce que je pense que c'est un exemple extrêmement concret, vivant et réel du fait que le propos que je tenais tout à l'heure n'est pas purement théorique. Merci Bruno, et surtout de dire ce que j'aurais aussi voulu dire, parce que je crois que c'est une question très pertinente. Elsa. J'ai seulement une observation générale. La sécurité sociale doit concevoir la solidarité. Mais la solidarité, ce n'est pas les privilèges. Il y avait beaucoup de privilèges dans les systèmes de retraite européens en général. Et je vous dis, que c'est de lier la retraite au dernier salaire, qui sont les salaires qui sont normalement croissants. Cela signifie que les personnes qui ont eu plus de rémunération ont plus de pensions et plus que les cotisations qu'ils ont payées. Cela, ce n'est pas la justice sociale. La justice sociale, c'est de considérer les personnes qui ont eu une vie de travail pas heureuse et d'intervenir avec des taxations générales et pas des cotisations sur les travails, sur les salaires. Parce que cela augmente le coût du travail et peut-être un problème. Mais on peut séparer la solidarité de l'assurance de vie que la sécurité sociale, que le système de retraite doit Merci beaucoup, Elsa. Je dois malheureusement, pour ceux qui avaient encore des questions, leur dire que nous devons, les organisateurs me disent que je dois arrêter la séance pour laisser la place à la séance suivante. Je voudrais, cher monsieur, chère madame, vous demander de bien vouloir m'en pardonner et je voudrais remercier tous les membres de notre panel, à la fois pour leur concision, leur clarté et les propositions originales qu'ils nous ont faites. Nous les applaudissons. Merci infiniment.